Tous les combattants ne deviendront pas champions du monde. C'est si évident que ça frôle la banalité, mais le MMA est un sport extrêmement cruel et la majorité des combattants finissent cassés en 1000 morceaux dans l'anonymat le plus total. Une infime poignée d'athlètes vont à l'UFC et une poignée d'entre eux deviennent champions. Et on ne va pas se mentir, la plupart du temps, on les voit un petit peu venir de loin. Même s'il y a des carrières plus escarpées que d'autres, il est assez rare qu'un combattant de très haut niveau émerge de nulle part ou qu'un athlète en difficulté arrive à redresser drastiquement la barre au point de devenir champion. L'UFC, c'est le très haut niveau, mais même au sein de la promotion, il y a des disparités énormes entre les tout meilleurs et le reste des combattants. En témoigne par exemple le main event de l'UFC 311 entre Renato Moicano et Islam Makhachev. Mais parfois, il y a de belles histoires, celles des combattants que l'on croyait loin des combats de ceinture et qui finissent par trouver leur chemin. Des combattants présents depuis des années qui ont soudainement un coup d'éclat et souvent ils écrivent de très belles pages de notre sport. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 combattants que personne ne voyait devenir champion de l'UFC. Numéro 10, Robbie Lawler. 12 années se sont écoulées entre le premier combat de Robbie Lawler à l'UFC et sa victoire contre Johnny Hendricks à l'UFC 181. Au cours de ces 12 longues années, Robbie s'est d'abord fait cut de l'UFC après 2 défaites en 2004 et il s'est embarqué dans un tour du monde qu'il a vu combattre aux 4 coins du globe contre des adversaires de niveau très disparates et après un passage très mitigé au Strikeforce où il a perdu 5 de ses 8 combats, il a fait son retour à l'UFC lorsque la promotion a racheté le roster de son concurrent. Les fans étaient heureux de revoir Robbie à l'UFC parce qu'il a toujours été un combattant très divertissant, mais il était très difficile de voir en lui un futur champion du monde. Beaucoup de défaites à son palmarès, énormément de dégâts encaissés et surtout, il redescendait en poids welter pour la première fois depuis 10 ans. En plus, il avait changé de camp pour s'entraîner après une rupture un peu brutale avec le Miletich Fighting Systems et il rejoignait l'American Top Team qui était certes une grosse écurie, mais qui sait ce qu'allait produire cette nouvelle association. Bref, Robbie était un nom parmi tant d'autres qui faisaient leur retour à l'UFC, mais il a remporté plusieurs combats et s'est retrouvé à jouer les premiers rôles dans une division qui se cherchait de nouvelles têtes après la retraite de Georges Saint-Pierre. C'est à sa deuxième tentative pour la ceinture que Robbie remporte une décision un petit peu généreuse contre Johnny Hendricks et qu'il devient champion de l'UFC. Il aura l'un des règnes les plus divertissants de l'histoire de la promotion, mais on était loin de s'imaginer ça lorsqu'il se faisait allumer par Evan Tanner 12 ans plus tôt. Numéro 9, Brock Lesnar. Le monde du MMA a des liens étroits avec le milieu du catch. Désormais, ces liens s'étendent à un niveau institutionnel avec l'association de l'UFC et de la WWE sous la bannière du groupe TKO, mais pendant longtemps, les deux disciplines se sont un peu échangées des athlètes, avec plus ou moins de succès si on est honnête. Les catcheurs ont un historique mitigé dans leur transition vers le MMA. Certes, beaucoup d'entre eux ont un véritable passif en art martial, et ce sont d'ailleurs de sacrés athlètes sur le papier, mais la réalité du MMA a rattrapé certains catcheurs un petit peu brutalement. Aux yeux de beaucoup, Brock Lesnar aurait dû être un de ceux-là. Brock était une superstar du catch et un ancien lutteur universitaire décoré, en plus d'être un athlète hors norme et hors disposition de l'USADA aussi. Lorsqu'il a annoncé sa transition en MMA, c'était un moment fort pour notre sport à l'échelle mondiale. Brock allait apporter énormément de nouveaux fans, une couverture médiatique globale, mais la question restait en suspens, allait-il pouvoir combattre au plus haut niveau? L'UFC n'est pas un lieu de combat de gimmick. La promotion en a fait quelques-uns dans son histoire, mais si un combattant n'est pas du tout au niveau, il fait généralement une apparition ou deux avant de devoir ranger les gants. Les fans de l'UFC avaient cette envie un peu malsaine de voir Lesnar perdre, comme pour prouver que le MMA était bien le sport de combat ultime ou un truc dans le genre. On était encore à un moment où les fans en étaient à ce niveau-là. Donc quand Lesnar s'est fait soumettre en 2 ou 3 mouvements par Frank Mir, tout le monde a respiré un petit coup. Brock Lesnar n'allait finalement pas prendre d'assaut le MMA sur un coup de tête, et puis un an plus tard, le fantasme de Dana White et le cauchemar des fans de MMA les plus investis s'est matérialisé lorsque Brock a massacré Randy Couture pour devenir champion du monde. C'était son 4e combat professionnel, ça n'avait aucun sens, absolument personne ne l'a vu venir, mais après tout, Brock Lesnar n'a jamais fait sens. Numéro 8, Jan Blachowicz. Après le week-end dernier, on peut plus ou moins affirmer qu'en tout cas, Jan Blachowicz ne redeviendra pas champion de l'UFC. À 42 ans et sur 3 combats sans victoire, le Polonais semble se diriger vers la fin d'une très belle carrière dans la promotion. Jan est un ancien champion du monde, mais ça, absolument personne n'aurait pu le voir venir lors de ses premières années à l'UFC. Lorsqu'il a signé dans la promotion en provenance du KSW, Jan avait pas mal de hype après lui, mais il était déjà très emprunté sur un plan physique. Il a multiplié les pépins au genou lors de ses premières années de carrière et personne n'aurait pu croire qu'il combattrait
très haut niveau plus de 10 ans après. Surtout, après une défaite laborieuse contre Patrick Cummins à l'UFC 210, il venait de perdre 4 de ses 5 derniers combats dans la promotion, et si les lourds légers n'étaient pas un vide abyssal total, il aurait probablement été remercié à ce moment-là. Donc, on est en fin 2017, Yan a 34 ans, il est considéré comme un combattant du fond de tableau dans une catégorie qui est elle-même un malaise constant. Absolument personne n'aurait pu imaginer une seule seconde qu'il était sur le point de s'embarquer dans une série de victoires exceptionnelles, faisant découvrir au monde le mythe de la puissance polonaise et devenant champion en tabassant Dominick Reyes. C'était surréaliste à plusieurs égards, l'âge, la condition physique détériorée et le niveau qu'il proposait à l'époque dans la cage. Il y a des combattants pour lesquels les choses cliquent à un moment donné et Yan semble avoir été l'un d'entre eux. Je dirais que, comme ça va être le cas pour un autre combattant dans la liste, il a évidemment profité d'une division aux abois pour se hisser au plus haut niveau, mais devenir champion n'est jamais un mince exploit, surtout quand on semble partir de si loin. Numéro 7, Sean Strickland. En une année, une seule, Sean Strickland est passé de se faire mettre KO brutalement par Alex Pereira et de perdre contre Jared Cannonier à proposer une performance sans faille contre Israel Adesanya et devenir champion du monde. Et absolument personne ne l'a vu venir. Si j'avais demandé à des fans d'expliquer en quelques mots pourquoi Sean ne pourrait pas devenir champion alors qu'on était en 2022, je pense que la plupart des réponses auraient tourné autour de son style et de son niveau dans la cage d'une façon plus générale. Sean était évidemment un bon combattant, pas de souci avec ça, mais il semblait tout de même extrêmement limité sur un plan technique, surtout depuis sa montée en poids moyen. Disons qu'être un striker un peu médiocre sur le papier dans une division sous le contrôle d'Adesanya ne laisse pas franchement optimiste sur ses chances de se hisser au sommet. Pour le dire grossièrement, Strickland manquait un petit peu de sophistication dans son style et c'était même très surprenant qu'une palette technique aussi limitée ait pu lui permettre d'entrer dans le top 5 de la division. Bon, c'est la même division où Paulo Costa et Marvin Vettori ont une chance à la ceinture, mais vous voyez où je veux en venir. Surtout, il semblait pendant longtemps que la promotion n'avait pas vraiment de plan pour lui. Un peu ironique quand on connaît sa place actuelle, mais il a enchaîné les apparitions à l'Apex et a été choisi pour être la chair à canon contre Alex Pereira. Bref, Strickland fait alors une première apparition à une conférence de presse, tout le monde le trouve un petit peu marrant et il prend une nouvelle dimension médiatique très rapidement. Mais même si plus de fans sont intrigués par sa personnalité, la ceinture semble tout de même très loin. Mais la suite, on la connaît. Strickland obtient un combat de ceinture par défaut après une victoire contre le très épuisé Abus Magomedov. Il accepte d'affronter Adesanya en petit short notice et le tabasse devant la foule australienne qu'il avait réussi à conquérir la veille. Et depuis ce jour-là, il nous inflige les fuites de gaz de son cerveau qui prennent généralement la forme d'une bouillie d'idées naïves et inexplicables, mais en tout cas, personne ne l'avait jamais imaginé avec une ceinture. Numéro 6, Glover Teixeira. Le mot qui définirait au mieux la carrière de Glover Teixeira, c'est la patience. Le Brésilien a bataillé pendant des années avant de pouvoir signer à l'UFC. Il lui a longtemps été impossible d'obtenir un visa et il a donc écumé la scène régionale brésilienne pendant si longtemps que ça en était risible. Donc quand il a fait ses débuts dans la promotion, non seulement il était très expérimenté, mais à 33 ans, le temps pressait déjà un petit peu, ou du moins c'est ce qu'on pensait. Malheureusement pour lui, il est tombé au milieu de l'ère de John Jones et lors de l'UFC 172, il s'est fait brutalement surclasser pendant 5 rounds par le champion. Je vais appliquer la même logique que j'ai appliquée pour Yan ici. On est alors en 2015, Glover Teixeira a 36 ans, il vient de perdre 2 combats de suite et la division est sous le règne d'un combattant de 28 ans qui semble insurmontable. C'est très difficile de regarder Glover à ce moment de sa carrière et de se dire qu'on a un futur champion du monde sous les yeux. Surtout que la route n'allait pas se dégager de sitôt pour lui. Pendant plusieurs années, il alterne victoire et défaite et prend 2 KO très brutaux contre Anthony Johnson et Alexander Gustafsson. Et là, on va appliquer de nouvelles fois notre logique. On est désormais en 2019, Glover a 40 ans, il vient de se faire surclasser pendant 3 rounds par Corey Anderson, la catégorie est au milieu de la saga entre John Jones et Daniel Cormier. Bref, j'affirme ici qu'à l'époque, on n'aurait pas pu trouver une seule âme qui vive capable de prendre le pari que Glover allait devenir champion du monde. Il faut être honnête, c'était un petit peu fini pour lui, mais une magie dont seule la division des lourds légers de la fin des années 2010 était capable d'aller opérer. John Jones a quitté la division, laissant un vide abyssal en son sommet, alors que Glover a connu une seconde jeunesse et s'est embarqué dans une série de 5 victoires en moins de 2 ans. Sa dernière série de victoires remontait à 2013, il faut quand même se rendre compte, et à 2 jours seulement de son 43e anniversaire, Glover est devenu champion de l'UFC à Abu Dhabi, défiant toute notion du temps et réalisant le rêve de toute une vie. Numéro 5, Brandon Moreno. Ce week-end a lieu l'UFC Mexico avec en tête d'affiche le très apprécié Brandon Moreno qui affronte Steve Herzberg dans un combat qui sent déjà la poudre. Brandon est un combattant installé au sommet des poids mouches depuis plusieurs années maintenant et même s'il est assez normal de le voir évoluer autour de la ceinture, il fut un temps, on était loin de l'imaginer capable de toucher le bout d'un titre de l'UFC. Avec Brandon, les revers ont atteint un point où il a même été viré de l'UFC en 2018 après 2 nouvelles défaites consécutives. Son temps hors de la promotion sera certes très court, mais dans une division qui était en train de se
renouvelé, c'était difficile de l'imaginer trouver sa place au sommet. Mais il s'est avéré que ce petit moment hors de l'UFC a été salvateur pour Moreno. De son propre aveu, il a pris beaucoup de recul, a changé sa façon de travailler et lorsqu'il a fait son retour dans la promotion, il n'était plus le même combattant, c'était assez évident. Des victoires décisives contre Brandon Royval, Kai Kara France et Jussier Formiga lui ont ouvert la porte d'un combat de ceinture et à l'UFC 263, il a remporté le titre dans un moment extrêmement touchant. Absolument tout le monde était heureux d'ailleurs. C'est assez rare de trouver un combattant qui fasse autant l'unanimité que Brandon Moreno et je dois dire que son capital sympathie a encore plus augmenté pour moi lorsqu'il a battu l'infâme Amir Albazi en novembre. Mais lorsqu'il a dû s'en aller du côté du LFA en 2018 pour combattre, je doute que qui que ce soit ait pensé qu'il aurait un jour une ceinture de l'UFC autour des hanches et qui sait, il y en a peut-être une autre qui l'attend dans le futur. Numéro 4, Forrest Griffin. Le rôle de Forrest Griffin dans la pérennisation de l'UFC ne doit pas être oublié. La finale de la première saison de TUF qu'il a remportée contre Stéphane Bonnard est souvent créditée comme étant le moment qui a sauvé l'UFC et a relancé le MMA aux États-Unis. Petit aparté, mais c'est un narratif qui est un petit peu romancé parce que la situation est en réalité un petit peu plus compliquée que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que du fait de ce moment-là, Forrest a immédiatement bénéficié d'un capital sympathie énorme et il faut dire que ça a toujours l'air d'être un mec très cool, donc tant mieux pour lui. Mais pendant les premières années de sa carrière, il semblait tout de même qu'il n'allait jamais vraiment réussir à grimper les échelons de la promotion. Déjà, il semblait d'un calibre un petit peu inférieur au tout meilleur de sa division de l'époque, mais l'injection du roster du Pride au sein de la promotion en 2007 allait un petit peu lui compliquer la tâche. Une foule de lourds légers de très haut niveau viennent de faire leur apparition et il était un peu attendu de Forrest qu'il fasse partie du ventre mou de sa division, restant un combattant plaisant et apprécié des fans, mais sans plus. Mais après sa défaite par KO contre Keith Jardine, les choses ont pris une sacrée tournure pour Forrest. Il a été choisi par l'UFC pour accueillir Mauricio Rua dans la promotion. Rua avait eu un parcours absolument sensationnel au Pride, remportant un grand prix et accumulant des succès contre plusieurs gros noms, dont d'ailleurs notre combattant français Cyril Diabaté. Autant dire qu'il était attendu de Shogun qu'il batte Forrest Griffin et s'en aille vers la ceinture de l'UFC, mais Griffin a réalisé l'un des plus beaux exploits de l'époque et il a soumis Mauricio Rua dans le 3e round. Une performance sensationnelle qui a eu un écho mondial et a permis à Forrest d'obtenir un combat de ceinture. Encore une fois, l'outsider contre Rampage, il a surclassé Jackson pour obtenir une décision unanime dans ce qui a été désigné et à juste titre comme le meilleur combat de l'année 2008. Tout le monde était très content pour Forrest, c'était comme s'il arrivait quelque chose de très bien à votre pote du bar et même si la magie n'a plus jamais vraiment opéré après ça, personne ne pourra jamais lui enlever ce moment. Numéro 3, Matt Serra. L'un des aspects les plus sous-cotés d'être coaché par Matt Serra ces temps-ci, c'est que lorsqu'il vous regarde dans les yeux et qu'il vous dit que tout est possible, il le pense sincèrement. Je vais le dire avec toute la sympathie du monde, mais jamais un combattant aussi médiocre que Matt Serra au sein de sa division n'en est devenu le champion. Dans les années 2000, la division des poids welter a essentiellement tourné autour de 3 hommes, Matthews, PJ Penn et Georges Saint-Pierre. Impossible ou presque pour qui que ce soit d'autre d'y trouver sa place, mais ça, c'était sans compter sur Matt Serra. La terreur, comme il se faisait appeler, n'était pas exactement terrifiant en réalité. Il a alterné victoire et défaite avec quelques coups d'éclat, mais on était sur un combattant qui semblait toujours à un revers de voir son contrat avec la promotion prendre fin. En 2006, il a pris part à la saison de TUF la plus étrange qui soit. Elle était composée de 2 combattants de l'UFC qui n'avaient finalement jamais été assez bons pour devenir champion ou obtenir un combat de titre. Et même si ça allait permettre quelques beaux narratifs, le sentiment était tout de même qu'on préparait un mec à se faire déchirer par un champion de l'UFC. Une chose qui est souvent oubliée lorsqu'on parle de l'histoire de Matt Serra, c'est qu'il n'aurait tout simplement jamais dû remporter le show. Sa victoire contre Chris Idol par décision partagée est un scandale. Elle aurait retourné Twitter si ça existait à l'époque. Et évidemment que lorsqu'il s'apprête à affronter Georges Saint-Pierre à l'UFC 69, il n'y a pas âme qui vive qui le voit remporter ce combat. Qu'on remette bien le contexte à plat, Georges Saint-Pierre venait de battre l'immortel Matthews et voilà que se présentait Matt Serra, un mec au bord d'un licenciement à l'UFC qui avait obtenu cette chance parce que 2 juges probablement aveugles lui avaient offert une victoire sur un plateau en finale d'un show dont le concept même était un petit peu bancal en termes de crédibilité. Qu'il mette KO Saint-Pierre au premier round était risible et a remis en cause la compréhension que tout le monde avait du sport. C'est ce qui en fait la beauté bien sûr, mais c'était dur à rationaliser. Matt Serra n'a jamais réussi à défendre son titre, mais aussi improbable vu sa trajectoire, il y a quelque chose d'éternellement sympathique chez lui et il fait un travail fantastique aux côtés de Ray Longo de nos jours. Numéro 2, Michael Bisping.
Alors que l'on sort d'une carte londonienne, il est toujours important d'avoir une pensée attendrie pour Michael Bisping. L'Anglais a non seulement joué un rôle primordial dans la construction de la scène anglaise, mais il a aussi mis le Royaume-Uni et l'Europe sur la carte du MMA mondial en devenant champion de l'UFC. Bisping est un Anglais dans toutes ses coutures, un cliché presque, il est arrogant, il a un style bagarreur de sortie de pub, il insulte tout le monde, mais au bout du compte, on ne peut pas s'empêcher de l'apprécier. Il a fait partie des meubles à l'UFC pendant plus de 10 ans, et même s'il a toujours été un combattant de haut du panier, il y avait un palier entre lui et les tout meilleurs. C'est d'ailleurs un peu devenu un thème dans sa carrière, puisque pendant longtemps, il a toujours échoué à un combat d'obtenir une chance à la ceinture. Il a perdu contre Dan Anderson à l'UFC 100, contre Wanderlei Silva à l'UFC 110, contre Chael Sonnen en 2012, puis Vitor Belfort l'année suivante. Bref, il semblait que les espoirs de ceinture de Michael étaient destinés à être frustrés, et je dois dire que pendant un temps, il semblait même qu'il s'était résigné à jouer le second rôle. Mais au vu de ses sorties, il n'était pas tant triste que ça non plus. Il avait remporté beaucoup d'argent, il avait réussi à construire une belle vie pour sa famille, et sa reconversion était déjà en marche. Mais c'est à ce moment-là que le destin a frappé à sa porte. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il a accepté un short notice contre Luke Rockhold, l'a battu contre toute attente, et il est devenu champion avant de casser les couilles à tout le monde en prenant la division en otage, mais ça, c'est une autre histoire. Plus que beaucoup d'autres combattants, cette ceinture semblait être une récompense juste pour un mec qui avait donné beaucoup à la promotion et aux fans, notamment un œil, et qui avait beaucoup fait pour le MMA en Europe tout au long de sa carrière, si seulement il avait pu s'arrêter après ce combat contre Georges St-Pierre. Numéro 1, Charles Oliveira. Nous sommes à l'UFC 218, la soirée est fantastique, Max Holloway a mis KO José Aldo, Francis Ngannou a renvoyé Alistair Overeem à l'âge de pierre et Eddie Alvarez vient de remporter l'un des meilleurs combats de tous les temps contre Justin Gaethje. Vous l'avez peut-être déjà oublié, mais sur la carte préliminaire, Paul Felder vient de tabasser Charles Oliveira vicieusement dans ce qui est déjà la 8e défaite du Brésilien à l'UFC. Vous ne le savez pas encore, mais ce sera la dernière défaite de Do Bronx pendant très longtemps et il est sur le point de s'embarquer dans une série de victoires absolument légendaires. Et la raison pour laquelle vous êtes extrêmement loin de vous en douter, c'est parce que Charles Oliveira a toujours été un bon combattant chez les plumes, mais il a déjà perdu énormément de combats et pas que contre la crème de la crème. Aussi, il monte d'une catégorie de poids un peu forcé par la promotion après avoir raté je ne sais plus combien de pesées et disons que tout le monde doute un peu de sa capacité à gérer sa propre carrière. Aussi, les 70 kilos sont la catégorie reine de l'UFC, elle abrite une foule de tueurs à gages, bref. Charles Oliveira a toujours été un combattant de très haut niveau technique, mais il lui a toujours manqué beaucoup de choses pour être un combattant complet, et au bout de plus de 15 combats à l'UFC, il était difficile de l'imaginer se renouveler. Pour beaucoup, il allait rester un combattant du ventre mou de l'UFC, alternant victoires et défaites, et mettant fin à sa carrière dans un anonymat relatif, malgré de très grosses qualités. Absolument personne n'était prêt pour ce qui allait être l'une des plus belles histoires de comeback de carrière du MMA dans sa globalité. 11 victoires consécutives, des succès contre Justin Gaethje, Dustin Poirier et Tony Ferguson, une ceinture entre ses hanches, et une place prise dans le panthéon du sport comme l'un des meilleurs poids légers de tous les temps. C'était un petit peu difficile d'envisager tout ça quand il se faisait froisser par Paul Felder, mais Charles a conquis la ceinture et tous les fans du sport et il est devenu un très grand monsieur du MMA. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas osé parler de la carte de l'UFC Londres, alors c'est pas que parce que j'ai été nul à chier sur les pronos, c'est aussi parce que c'était vraiment une soirée de merde. Et voilà, peut-être pas de preview de l'UFC Mexique cette semaine, peut-être que je mettrai sur Twitter quelques indications de qui je pense qu'il va gagner, mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous les gars, et on se reparle bientôt, salut. Free audio post-production by alphonic.com.